Je pense qu'on peut dire que Disney a touché le fond avec Blanche-Neige et ne pouvait donc que remonter vers la surface avec Lilo et Stitch. Après tout, le classique original fait partie des plus populaires du catalogue et il y a de quoi s'amuser avec les personnages et les décors. Donc on n'était pas à l'abri d'une bonne surprise ou à minima d'une pas mauvaise surprise, mais comme d'habitude, Disney se fiche de nous. On voit ça tout de suite. He's dangerous. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de Lilo et Stitch, le remake du film Lilo et Stitch de 2002. C'est le je sais pas combienième remake en prise de vue réelle du studio, mais c'est surtout la dernière pierre d'un énorme édifice puisque Stitch est certainement l'une des marques les plus puissantes et étendues du catalogue Disney. Elle compte 4 longs métrages animés, une série américaine de plus de 60 épisodes, une série japonaise, une série chinoise et maintenant un remake en prise de vue réelle. L'expérience 6 de 6 règne également en maître dans les Disney Store et autres magasins de jouets. Il y a des produits dérivés en tout genre, des merdes en plastique et du fluffy pilou-pilou en veux-tu, en voilà. Mais je suis pas là pour juger, hein. Je suis humaine, j'ai mes failles, j'ai eu le jeu Game Boy et j'ai encore un pyjama Stitch. Et peut-être 1 ou 2 3 pins. Et une figurine. Et un porte-clés et un stylo et peut-être une paire de chaussettes, mais c'est tout. Lilo et Stitch, c'est aussi et surtout le seul film des années 2000 et donc de l'ère expérimentale du studio à s'en être bien sorti au milieu des Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson ou La ferme se rebelle. Et comme les remakes en live action de Disney n'existent que pour rendre la nostalgie lucrative, le but n'est pas d'offrir une seconde vie à d'anciens échecs, mais d'embaumer d'anciens succès. Donc à ce stade, c'était presque logique que le film de Chris Sanders et Dean DeBlois passe à la casserole. Dean DeBlois qui, de son côté, a fait un remake en live-action de Dragon pour DreamWorks, histoire de propager le virus à d'autres studios. Le remake de Lilo et Stitch est donc là, il a été réalisé par Dean Fleischer Camp, à qui on doit l'adorable Marcel le coquillage avec ses chaussures, et ma foi, que dire de plus qui n'aurait pas été dit pour Blanche-Neige, Aladdin, Le Roi Lion, La Petite Sirène et compagnie. En 2-3 mots, avant de développer, j'ai trouvé ça moins drôle, moins divertissant, moins ambitieux, moins touchant et moins beau. Qui l'eût cru? J'ai déjà expliqué que je trouvais que ces films, en tout cas tels qu'ils sont faits, sont une impasse créative et ça devient aussi une impasse critique. Non seulement on se répète de film en film, vu que les remakes ont en général les mêmes faiblesses, les mêmes limites et lacunes, mais aussi parce qu'il est de plus en plus dur de les considérer comme des films en eux-mêmes. Oui, il faut pouvoir critiquer un remake indépendamment de son matériau d'origine, parce qu'il devient une œuvre à part entière. Mais c'est de plus en plus difficile, voire même impossible avec ceux de Disney, puisque tout est fait pour les confondre. Donc on ne raisonne plus qu'en comparaison. Plus encore qu'avec n'importe quel remake d'après moi, Disney ne vend pas un film à part entière, il vend de la nostalgie. Alors, dit comme ça, on dirait que je viens de découvrir l'eau chaude, mais rarement le studio avait été aussi transparent sur le fait qu'il ne cherche pas à créer, mais à refourguer. Ça a commencé dès la promotion que s'est accaparé Stitch avant qu'une vraie bande-annonce sorte tardivement. L'idée c'était de vendre Stitch, pas Lilo et Stitch, sinon on la verrait en entier sur l'affiche. Pour le reste, on est en grande partie sur du copier-coller, la structure narrative est quasiment identique, on cite les mêmes passages, on refait les mêmes gags, parfois à la réplique près, on essaie de singer le dynamisme et le tempo comique propre à l'animation, ce qui ne fonctionne pas parce que, scoop, on a changé de médium entre deux et que ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas forcément chez l'autre. Et puis on est encore face à un blockbuster sans éclat visuel, avec un réalisateur porté disparu et une mise en scène basique de chez basique. C'est filmé à Hawaï, l'histoire se déroule à Hawaï, donc pourquoi c'est encore aussi terne et tristoun par moment? Pourquoi le film ne nous fait pas profiter des paysages paradisiaques? S'il y avait bien un film qui pouvait se permettre de faire péter les couleurs et la lumière, c'était bien lui. Pareil pour la culture hawaïenne qui aurait pu avoir, je pense, plus de place, notamment le hula. C'est beau, j'aurais bien aimé en voir plus. C'est aussi peu ambitieux niveau action et spectacle. La scène d'introduction dans l'espace paraît encore plus expéditive et surdécoupée, alors que s'il y avait bien un moment à étirer par rapport à l'original, c'était clairement là. Pareil pour le climax qui est très décevant. Si vous vous demandez à quoi ressemble Stitch sur le camion dans le volcan en prise de vue réelle, bah non, en fait, ils l'ont pas refait. D'un autre côté, quand ça singe le film original, j'ai du mal à comprendre, mais j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre les quelques choix d'adaptation qui ont été faits. On enlève Gantou du scénario et on le remplace par Jumba dans le rôle de méchant. Ok, ça se comprend. Mais pourquoi virer un personnage dispensable pour en rajouter un autre inutile derrière? Pourquoi avoir rajouté cette vieille voisine dans l'histoire? Elle ne sert pas à grand chose, le scénario ne s'intéresse pas à elle, l'actrice Amy Hill n'a presque rien à jouer, mais voilà, elle est là pour le geste, sûrement parce qu'elle jouait la vieille mamie dans le film de 2002. Je comprends la volonté à la fin de réinstaller Nani dans son rôle de grande sœur plutôt que de mère de substitution, et cette fin est d'ailleurs le seul moment que j'ai trouvé un peu touchant. Mais le fait d'avoir une vieille figure maternelle comme ça dans les parages,
ça fait perdre pas mal d'enjeux dramatiques sur la galère que traverse Nani, qui est normalement livrée à elle-même. La situation paraît tout de suite moins chaotique et désespérée, presque comme si elles avaient une gentille grand-mère sur qui compter. Autre changement discutable, on a éventré Cobra Bubbles pour le vider de tout son charisme et on en fait directement un agent de la CIA qui traque Stitch en même temps que Juba et Pickly. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, à la place, on a Sydney Fox l'aventurière en assistante sociale, donc encore un personnage totalement accessoire qui se rajoute. Sinon, le scénario fait ce que beaucoup de remakes font, il invente une sous-intrigue censée approfondir les personnages et donner plus d'épaisseur à l'histoire. Là, ça concerne surtout Nani, son émancipation et son épanouissement personnel, mais c'est totalement superficiel. À part pour lui donner 3 minutes d'héroïsme dans le climax, on ne s'intéresse jamais vraiment à elle ou à sa passion pour le surf. On lui donne assez peu la parole, alors qu'on voudrait paradoxalement l'émanciper et en faire une femme indépendante. Bref, c'est pas avec 3 grains de sel qu'on peut assaisonner un plat. Et David, mon dieu, mon David, mon crush d'enfance, modèle de masculinité positive, qui est juste réduit à un rôle de figurant inutile. Pour résumer, c'est un film assez foutraque. Les éléments sont grosso modo les mêmes, mais ils s'emboîtent moins bien. L'écriture est moins efficace, moins maligne et surtout accessible pour le jeune public à qui le film est d'abord destiné. Un exemple qui m'a particulièrement marqué. Dans le film d'animation, on comprend mieux et plus vite la marginalité de Lilo, et ce qui la différencie et l'isole des autres est beaucoup plus appuyé. Quand j'étais petite, je comprenais que Lilo était bizarre grâce à Souillon, sa poupée monstrueuse qui est mise en parallèle avec les espèces de Barbie des autres filles avec qui elle tente de sociabiliser. Elle est ignorée et moquée, donc elle jette Souillon par terre, puis elle vient la récupérer en courant pour lui faire un câlin, ce qui traduit en même temps son mal-être et sa solitude, avec en plus la petite musique d'Alan Silvestri en arrière-fond. C'est limpide qu'au moment où on capte tous les enjeux émotionnels en une scène. Là, c'est plus ou moins remplacé par une histoire de bracelet d'amitié, mais ça perd beaucoup en éloquence. Pareil pour la comparaison entre Stitch et le vilain petit canard du conte d'Anderson, qui a été abandonné. Superposer les deux histoires permettait de rendre le tout plus intelligible pour les enfants, et c'est dommage d'avoir charcuté le passage dans la forêt où Stitch se rend compte de sa propre solitude et surtout du fait qu'il en souffre, parce que c'est là le pivot dans le récit normalement. Bref, le remake manque clairement de finesse dans l'écriture, ce qui rend le tout moins chaleureux. Autre problème, comme Lilo est jouée par Maya Kealoha, une petite fille de 6 ans, forcément elle devient plus banale avec un débit et une articulation lambda. Elle a une bouille adorable, je dis pas le contraire, mais forcément elle est moins affirmée, moins extravagante et facétieuse. Elle n'a pas de passion pour la photographie ou Elvis Presley. Et par effet domino, il n'y a pas de rupture de ton comique, comme avec ses cuillères vaudou qu'elle noie dans un bocal à cornichons, et le film ne fait pas tellement d'efforts pour trouver d'autres ressorts humoristiques, encore moins le duo Jumba et Pickly qui ne fonctionne absolument pas. Mais enfin bon, je vais pas pinailler sur chaque point que j'ai trouvé désagréable dans le film parce que sinon on n'en a pas fini. Je pense que j'ai globalement fait le tour et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rester dans le thème des remakes Disney, je vous conseille ma vidéo sur Mufasa, la suite du Roi Lion. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque là et je vous dis à très bientôt.